présentation qui va peut-être être courte parce qu'on aimerait, vu qu'on va parler de pédagogie active, avoir un échange assez important avec vous au niveau des questions. Donc on va essayer de vous présenter une des pédagogies actives. Le but de la présentation ici, c'est pas de vous faire la publicité de l'apprentissage par problème, c'est juste de faire le constat, comme l'a dit Madame la Présidente, des difficultés qu'on a et qu'on rencontre avec les étudiants, on en parlera juste après, et les choix qu'on peut faire pour mettre en place des pédagogies actives pour essayer de remobiliser la motivation des étudiants. Donc on va essayer de vous faire une petite introduction sur notre historique, notre expérience, pourquoi on en est arrivé là, un peu les méthodologies et les concepts de l'apprentissage par problème, et on présentera deux principales expérimentations. Une où on est parti d'une feuille blanche, c'est-à-dire la création d'un semestre de master, et la deuxième où on essaye d'intégrer ces pédagogies dans déjà une licence existante. Et après on conclura et on vous invitera donc pour l'atelier, parce que la pédagogie active, comme son nom l'indique, ça se vit activement. Donc pour l'historique, Aix-Marseille Université a fusionné. Il y a eu la création du centre d'innovation pédagogique. À la base, il y a eu la création de la volonté de faire un master énergie nucléaire par rapport aux logiques de la région, le CEA, et la volonté de créer ce master basé sur des pédagogies actives. Donc du coup, il y a eu d'abord la conférence et la visite de M. Lacroix de l'Université de Sherbrooke, qui applique les APP depuis le début des années 90, et quasiment à 100% dans leur formation. On verra que maintenant, ils sont retombés plutôt à 85%, mais qui est un modèle qui marche très bien dans les pays anglo-saxons. On a lancé des formations, donc, alors qui ont concerné essentiellement le master énergie nucléaire, donc le cursus master ingénierie. Donc pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler, c'est une formation d'ingénieur en 5 ans issue du réseau Figure, qui a été labellisé par le programme IDEFI, donc qui consiste à se dire, on va essayer de rapprocher notre formation du Master of Engineering anglo-saxon et essayer de former des ingénieurs experts, à contrario de former des ingénieurs généralistes, qui était un besoin stimulé par les syndicats. À l'université, bien entendu. Et ensuite, la licence de biologie, qui ne sont pas là, mais qui ont une expérience tout à fait intéressante vis-à-vis du nombre d'étudiants qui est. Donc cette formation, elle a été faite par l'UCL de Louvain. Donc Louvain, en 2002, a fait sa réforme et a choisi, en Belgique, l'Université catholique de Louvain, de partir essentiellement sur les APP dès leur première année et de construire tout leur cursus autour de ce type d'apprentissage. Sachant qu'eux, ils sont intégralement en APP au moins sur les 3 premières années de licence. Donc on a fait une formation sensibilisation, qui consiste à un peu comprendre comment ça se passe, concepteur, tuteur, et on est allé in vivo à Louvain pendant une semaine pour essayer de comprendre comment ils abordaient eux-mêmes leurs étudiants et quelles expériences ils avaient capitalisées et quel recul ils avaient sur l'aspect plus pédagogue que nous, on ne maîtrise pas forcément. Donc je vais passer la parole à Juliette pour nous présenter un peu, vu qu'elle est en formation continue actuellement, justement plutôt sur l'aspect pédagogie, pour nous parler un peu plus d'une expérience réelle. Donc je vais vous présenter une étude de grande ampleur en fait, qui a été réalisée par un Américain, M. Hake, en physique, en 98, donc sur plus de 6000 élèves. Donc cette étude en fait était réalisée sur un cours d'introduction de physique, niveau pour nous en fait quelque chose comme bac plus 1. Plus proche. Voilà, niveau bac plus 1, pardon. Avec niveau soit lycée soit bac plus 1, il y avait différents niveaux derrière, un cours de mécanique newtonienne, d'accord, de tout ce qui est notions liées vitesse, accélération, force, de ce genre de concept. Donc et ces 6000 élèves en fait se répartissent en deux cohortes. Une cohorte en enseignement traditionnel pour une courte et 2 TP, qui représentait à peu près un tiers, et une cohorte en enseignement nommé en fait type engagement interactif, donc avec de l'interactivité, avec des rétroactions, avec des discussions entre pairs, pas un format APP, pas exclusivement un format APP, dedans il peut y avoir de l'APP ou d'autres formats plutôt donc type enseignement actif. Alors cette étude qui visait différents niveaux était basée sur des tests un peu standards et des tests qui permettaient de travailler sur la maîtrise des concepts, y compris les préconceptions, d'accord, des tests qui pouvaient être des petites figures à compléter avec des choses qui peuvent être du domaine de l'intuition, qui permettaient
d'être fait avant le cours et après le cours, pour pouvoir en fait mettre en place des résultats sur l'efficacité en termes de gains, le gain entre la sortie du cours et le début du cours. Donc ça permettait, cette notion de gain-là, de pouvoir travailler sur différents niveaux d'élèves, donc des élèves type lycée ou des élèves type université ou high school, enfin leurs différents systèmes pré-bac ou post-bac, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment le bac. Donc les résultats, avec donc en rouge les résultats sur les 2000 étudiants à peu près en méthode traditionnelle et en vert sur les 4000 en engagement interactif, on voit en fait un gain donc, qui a été normalisé et qui est à peu près 2 fois plus élevé en moyenne sur les cours interactifs que sur les cours traditionnels. On voit une énorme dispersion quand même, à peu près aussi, là vous voyez 14% de dispersion sur le schéma, enfin, les résultats en vert, contre seulement 4% sur les méthodes traditionnelles. Donc cette énorme dispersion vient du fait que derrière, il existe beaucoup de méthodes différentes. On a juste mis un ingrédient d'interactivité, mais ce n'est pas du tout une seule méthode qui est derrière. On peut quand même se dire, au vu de ces résultats, puisque ça concerne quand même une grosse masse d'étudiants, que les méthodes interactives sont plus efficaces. Mais effectivement, on voit plus dispersé, parce que là, il y avait une grosse diversité derrière. Okay. Donc, on va essayer de présenter rapidement un peu le concept. Donc ça, c'est un petit dessin. On ne le voit pas bien, parce que tout à l'heure, je voyais qu'en plus, on a une barre en haut. Des gens de Louvain, c'est pour dire que quand on est enseignant, on est en sa position d'enseignant et on voit donc le personnage qui arrose les élèves. Et donc la question qu'on se pose, c'est oui, j'enseigne, mais est-ce que les étudiants apprennent? Donc en fait, si je suis dans un format court TD classique, je viens enseigner de face à mes étudiants, je parle, je transmets mon savoir avec le plus grand brio qui soit. Par contre, est-ce que ça suffit pour qu'ils apprennent? Donc ça, c'est la bonne question à se poser. Donc la première étape dans les concepts APP, c'est essayer de rendre l'étudiant actif dans son apprentissage, essayer qu'il prenne la main sur un certain nombre de ces éléments, favoriser son autonomie, développer sa capacité à travailler en groupe, parce qu'on verra qu'en APP, on va favoriser l'interaction intergroupe, l'organisation du groupe, et accroître sa motivation en essayant de trouver des problèmes qui vont être proches de ses préoccupations, tout en traitant des problématiques ou la nécessité d'utiliser des outils qui sont dans sa formation et dans le gain qu'il doit avoir à la sortie. Bien sûr, le gros intérêt, et c'est le gros exemple du master énergie nucléaire, c'est de développer sa capacité à se confronter à de nouvelles problématiques. Donc là, on différencie l'aspect où on fait du drill sur un certain nombre de problèmes posés auxquels on sait répondre à la question, et la problématique où on nous donne un nouveau problème et on sait trouver les outils pour le résoudre. Quelque chose qui est plus proche de la recherche et moins proche de l'application, et qui intéresse énormément, par exemple, le CEA, qui était intéressé par des étudiants qui sont plus proactifs dans leur capacité à se confronter à de nouvelles problématiques. Et bien sûr, améliorer la rémanence des savoirs et des savoir-faire, c'est-à-dire peut-être il vaut mieux en apprendre moins, mais qu'il en reste plus chez les étudiants. Le gros intérêt que je mets en bleu là, parce que ça concerne l'enseignant, c'est que, en tout cas à l'université, ce genre de méthode, ça oblige la coopération au sein des équipes pédagogiques, parce qu'on ne peut pas monter un module tout seul, on a plusieurs tuteurs, etc. dans le format, donc on arrive à cristalliser plus facilement des équipes. On sort un peu de la posture du professeur, donc je sais bien que ça on pourra en débattre tout à l'heure, tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais disons qu'on améliore la relation étudiant-professeur et le canal de discussion et d'évaluation qu'on peut avoir avec eux, et donc la construction de leur savoir. On peut regarder les étudiants réfléchir et échanger, donc ça c'est vraiment l'intérêt. On verra qu'il y a un phasage en groupe où on est observateur, et là on les voit construire leur savoir, construire leur apprentissage, et là on peut s'apercevoir de gros manques ou de gros doutes qu'on n'aurait pas analysés dans un format classique, et sur lequel on va s'apercevoir que, ah ben oui, c'est pour ça que ça bloquait à cet endroit-là, et on va pouvoir corriger plus rapidement. Et bien sûr, ce que je disais tout à l'heure, donc la relation dynamique tutorat, qui favorise quand même avec l'étudiant moins dans la position haute du professeur. Donc là, je montre un petit exemple pour réviser la mécanique gravitationnelle, qui vient de l'Université de Louvain aussi.
Donc c'est l'épisode de Tintin où le capitaine Haddock sort de la fusée. Donc il part à une certaine vitesse initiale, il est attiré par Adonis, il arrive à s'enfuir. Et donc la situation problème qu'on propose aux étudiants, c'est de dire qu'on est dans une réunion de tintinologues et on se pose la question de la véracité de l'épisode de Tintin. Est-ce que c'est possible? Est-ce que le capitaine Haddock s'éloigne? Est-ce qu'il ne doit pas rester près de la fusée? Comment il doit partir? Est-ce que c'est possible de le rattraper en accélérant? Et donc on demande aux étudiants, par un certain nombre de questions, d'essayer de construire leur apprentissage avec un cours. Donc là, typiquement, ils prennent le Handbook of Physics classique, et on leur demande de prendre les outils nécessaires. On les tutore, bien entendu, on est avec eux, hein, on est là pour leur poser des questions, pour essayer de leur faire comprendre quand ils se trompent, de voir si on peut expliquer la véracité de l'épisode. Donc, ce qu'on peut voir à l'intérêt, on peut dire oui, c'est pas sérieux, ça paraît un sujet qui est un peu pas trop disciplinaire, mais on accroît la motivation pour une raison simple, c'est que l'étudiant, quand il va rentrer chez lui, il pourra dire à son père, à sa grand-mère, à son grand-père, à son voisin, moi maintenant je sais dans l'épisode de Tintin, page 11, que c'est possible ou c'est pas possible, et que Hergé il avait raison alors qu'il a fait ça dans les années 50 ou 60, je sais pas exactement. Mais vous voyez donc l'intérêt si au final l'apprentissage est le même. Donc toujours on va essayer de garder l'évaluation identique au fonctionnement classique. Donc ensuite je vais essayer de distinguer la différence entre l'apprentissage par problème et l'apprentissage par projet, parce que forcément on dit oui, bah oui, ça peut être un projet, etc. Ils sont en autonomie, ils sont en groupe, etc. Mais on verra que c'est pas tout à fait la même chose. Donc les objectifs communs, c'est des connaissances disciplinaires et transverses. Dans les deux, on va pouvoir les traiter. Le deuxième, c'est mettre l'étudiant face à une complexité, parce que dans les deux cas, on suppose qu'il n'a pas forcément tous les outils pour répondre à la question, sinon il ne va pas faire d'apprentissage. Intégrer et appliquer des prérequis. Bien sûr, il faut un minimum de prérequis pour répondre à la question. Et dans les deux cas, on respecte l'autonomie de l'étudiant et on ne les précède pas, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas la réponse, on ne les précède pas dans leur raisonnement et leur construction du savoir. Donc maintenant, quelles vont être les différences fondamentales? Dans l'apprentissage par problème, on n'a pas une production qui est destinée à un public. Le résultat, il est exclusivement destiné au groupe de travail. C'est l'apprentissage par les pairs. Et on va demander aux étudiants, chacun, de fournir un travail entre eux pour qu'eux, ensemble, aient la volonté de trouver la réponse. Mais il n'y a pas d'évaluation externe. L'évaluation pourra se faire après, sur le disciplinaire de ce qu'on voulait qu'ils apprennent, mais leur production est à eux. C'est à eux de se poser le défi de résoudre le problème. Donc c'est pour ça qu'on parle de travail individuel avec mise en commun en groupe. Ce qui va être différent dans l'apprentissage par projet, c'est que les étudiants vont choisir le délivrable à la fin de leur projet eux-mêmes, mais souvent le projet il répond à un cahier des charges externe, avec une contrainte, avec un livrable qu'ils doivent livrer à une personne, un professeur, une entreprise, si on est en M1 ou en M2. Et donc là, on va essayer plutôt de travailler sur un travail collaboratif efficace pour arriver au résultat. Peu importe le résultat, là ce qui va compter, peu importe l'apprentissage, ce qui va compter de chacun, ce qui va compter c'est le résultat qu'on va livrer. Et ce résultat, il doit être efficace et il doit répondre à la problématique qu'on m'a donnée pour que je réussisse le contraint. Alors que dans la première partie, ce qui compte, c'est pas le délivrable, c'est l'apprentissage. Si j'arrive à la fin, je me suis trompé dans mon explication de Tintin, mais j'ai fait l'apprentissage pour mettre les notions en place sur la mécanique gravitationnelle, j'ai gagné. Parce que j'ai fait mon apprentissage, même si j'ai pas eu la solution exacte ou finalisée que j'aurais aimé avoir. Donc, si on parle d'un APP, on le verra après, c'est un peu pour présenter rapidement les concepts. Un APP, c'est un groupe d'objectifs d'apprentissage, toujours, hein, identifiés, donc ce qui permet une créativité en fait non limitée, on le verra. Une situation problème qui soit significative et contextualisée. Donc pour ça, il faut avoir bien identifié les préacquis. Et l'efficacité de la situation problème, c'est créer un conflit cognitif, c'est ce qu'ils appellent, c'est-à-dire créer la motivation en se disant j'ai envie de connaître la réponse. Parce que si j'ai pas envie de connaître la réponse, je ne vais pas le faire. Donc pourquoi je resterais sans le savoir? Il est rare de trouver des gens qui, quand on leur donne une devinette ou même une petite, ne jouent pas un peu le jeu de voir s'ils ne trouvent pas la réponse. C'est un peu cette idée. Oui, juste conflit aussi parce que le groupe doit être constitué en fait pour qu'il y ait un débat initial avec des gens qui ne seraient pas d'accord, avec l'idée de débattre, un débat. Voilà. Donc en fait là on voit que le phasage en groupe et en temps individuel,
Donc bien sûr, au niveau des moyens, j'ai mis un emploi du temps adapté. C'est un peu compliqué, je vous montrerai un exemple dans le master nucléaire. Les tuteurs, les locaux, ça demande pas mal d'infrastructures. Mais l'intéressant du phasage en groupe, c'est ce qu'ils appellent donc en pédagogie la position socio-constructiviste du savoir. C'est-à-dire que dans le groupe, on crée le conflit, on crée le désaccord. Pour créer le désaccord, il faut se mettre d'accord. Donc il faut arriver à ce que chacun échange sur les apprentissages qu'il y a à faire ou sur les réponses qu'on peut donner pour confronter nos idées. Là, le gros avantage, c'est qu'on va voir que les étudiants, ils vont être beaucoup plus à l'aise pour discuter entre eux de leurs erreurs qu'avec nous. D'accord ? Avec nous, dire une bêtise, c'est un peu difficile. Entre eux, finalement, ça passe plutôt pas mal. D'accord ? Et ils peuvent s'expliquer entre eux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par les pairs. Deuxièmement, ce qu'on va permettre de faire aussi, c'est de pouvoir créer l'apprentissage du travail en groupe, donc les obliger un peu, pour les gens qui ont plus ou moins de mal, soit à se découvrir, soit à essayer de laisser de la place aux autres. C'est souvent les deux situations qu'on remarque. Ensuite, on peut avoir un cours de restructuration qui est optionnel. Donc là, nous on l'a déjà fait, ça marche plus ou moins, mais en tout cas à Louvain, sur une cohorte d'APP 0, comme là où on était, c'était sur la chute des corps. Donc cet APP sur la chute des corps, on a bien vu qu'ils n'y connaissaient rien, ils avaient le handbook of physics en anglais, déjà ça les embêtait, parce que c'est des Belges, c'est un peu comme le français pour l'anglais. Et du coup, ils ont dit oui, mais oh là là, on ne sait pas trop. Alors, à la fin de la session d'avant, on leur a dit vous posez des questions sur des papiers. Bon, au début, on s'est dit nous, on n'aura pas de questions. Finalement, ils ont joué le jeu, ils ont posé des questions, ils ont dit on ne sait pas trop comment ça s'est passé. Et pour le cours de restructuration, en fait, l'enseignant a fait son cours sur les questions qu'il avait récupérées des étudiants. Et là, on voit tout de suite l'interactivité et le gain d'attention qu'on a gagné dans l'amphithéâtre, parce que le cours est devenu plus court, mais beaucoup plus efficace. Parce que les étudiants posaient des questions, relevaient la main, etc. Vous voyez que c'était un échange, une discussion au même niveau avec l'enseignant. Donc ensuite, bien sûr, on garde l'aspect évaluation des apprenants. Donc là, il peut être formatif ou certificatif. Donc c'est-à-dire on peut leur proposer des outils pour s'auto-évaluer tout au long de ce qu'ils font, pour confronter si leur apprentissage a été suffisant. D'accord ? Et on peut aussi leur proposer un peu des certificatifs intermédiaires pour se situer et savoir où c'est qu'ils doivent faire l'effort. Et après partir sur une évaluation classique de fin de semestre. Tout ça aussi dans l'objectif d'être capable de comparer le système d'avant avec le nouveau système. Donc, on va parler un peu plus de nos expériences après avoir essayé de poser un certain nombre de concepts. Pour ceux qui feront l'atelier avec nous, on essaiera de débriefer avec vous et de vous mettre en situation de cet APP, donc on pourra rediscuter. Vous n'êtes pas obligé d'être tout d'accord comme on est en train de dire, donc c'est ça qui est intéressant justement. Donc, la première expérimentation, c'est le départ, on part de la feuille blanche. Donc, c'est un avantage, mais c'est aussi un peu difficile. Donc, le but, c'est de créer un M2, Master Énergie Nucléaire, et de le concevoir intégralement en APP. Donc, c'est une équipe pluridisciplinaire, d'accord, pédagogique. Alors, il y a deux enseignants du département de chimie, un enseignant du département de physique, deux enseignants du département de mécanique, trois enseignants du département de sociologie, et un enseignant du département de sciences économiques, 5 intervenants industriels du CEA, et un enseignant de l'ENSAM. Lui est plutôt en industrialisation. Donc, quand je dis un APP composé d'un groupe d'objectifs identifiés, l'avantage c'est qu'on se réunit, toute cette équipe pédagogique, on se pose la question de quels sont les objectifs qu'on veut avoir dans notre formation, et on va essayer de créer autour de ces APP un ensemble d'objectifs. Donc on voit tout de suite la valeur ajoutée ici d'avoir une équipe pluridisciplinaire pour essayer d'avoir beaucoup d'objectifs transverses. Ensuite, il faut choisir une proposition de fonctionnement. Ça, c'est un peu moins évident. Donc on a supposé que un ECTS, c'est 24 heures de travail étudiant, donc ça c'est Bologne, etc., c'est classique. Et il faut qu'on choisisse un rythme, en fait, par rapport aux APP qu'on veut faire. Donc on a supposé qu'un problème court, ça correspondait à 10 heures étudiants, et un problème long à 20 heures étudiants. Donc ce qu'on appelle un problème court, c'est 1 heure de séance allée. La séance allée, c'est on découvre le problème, etc. On met en place un certain nombre de plans d'action d'apprentissage. 8 heures de travail individuel où on fait son apprentissage, et 1 heure de séance retour. Et ensuite 1 heure de cours de restructuration. Le problème long, c'est la même chose, mais en x2. D'accord ? Donc, ce qui fait que ça, c'était la maquette du master nucléaire. Donc là, ici, il y a 3 troncs communs
pluridisciplinaire. Donc ça, c'est en gros de la physique, de la thermo, méca-hydro, de la mécanique, et de matériaux. Donc ici, on a 3 modules communs qui ont été transformés en 9 APP longs. Et ici, c'est des modules transverses. Donc ici, c'est technologie du système nucléaire, quelque chose d'assez pluridisciplinaire, sûreté, radioprotection. Et ici, c'est tout ce qui était interaction sociale. Donc c'est l'aspect plutôt SHS, sociologie du travail dans le domaine du nucléaire, etc. Et donc là, on a mis en place 7 APP longs, sachant que les spécialités, elles, restent en cours classique. Donc, le plus gros du travail, et vraiment c'est ça la difficulté, donc ça c'est pas valable que pour les APP, c'est que quand on crée une formation, il faut avoir écrit les objectifs d'apprentissage qu'on veut avoir, et il faut mettre ces objectifs sur des objectifs chapeaux et arriver à les hiérarchiser. L'avantage de l'APP, c'est qu'après, on peut imaginer fusionner des sous-groupes d'objectifs et les intégrer dans des problèmes. Donc par exemple, si l'objectif c'est savoir s'exprimer en anglais, ben, on peut choisir que dans l'APP sur le matériau zirconium dans la gaine à tel endroit, on aura un rendu, ce sera un oral en anglais. D'accord? Donc ça c'est un exemple simple, mais on voit qu'on va pouvoir intégrer un nombre d'objectifs d'apprentissage à différents endroits, les panacher et avoir quelque chose d'assez dynamique. Donc, au final, si on regarde, on a 9 APP longs pour l'aspect science. SHS, on va avoir 4 APP longs où là, on va travailler sur la sociologie, l'impact socio-économique, les SHS. On a 2 APP courts qu'on a créés comme des visites de réacteurs expérimentaux, en essayant d'avoir quelque chose d'actif sur le réacteur, hein, avec les intervenants du CEA. On voit que dans les APP longs en sciences et technologies, on s'est posé la question de faire la construction d'une cellule de REP de A à Z, le dimensionnement. Donc il y a un lien entre les différents APP qu'on va faire, et les APP sont des prérequis d'un node. D'accord ? Et on a fait un APP intégrateur, qui consiste à étudier un sujet technique multipositionné. Donc je vais vous expliquer, juste après cette diapo-là. Donc ça c'est pour vous montrer un exemple d'emploi du temps. Donc l'emploi du temps, comme il va intégrer énormément de travail individuel, il a besoin d'être assez vide. Ce qui n'est pas classique, hein, et qui est un peu déroutant aussi pour l'étudiant. Donc on voit qu'on a des recadrages, quelques cours, mais globalement, on a plus de la moitié de la semaine qui est vide. On a fait le choix, nous, dans le master nucléaire, de préciser aux étudiants, dans ce créneau de 4 heures, vous devez travailler tel APP, pour leur donner un guide. Parce que ce n'est pas forcément évident pour eux de se responsabiliser sur cette action-là. D'accord ? Mais si on y arrive, on a gagné. Donc, pour parler un peu de l'APP transverse qu'on a choisi, c'est pour un peu vous expliquer l'idée un peu de l'APP. C'est un premier APP qu'on leur fait, c'est on va travailler sur une centrale nucléaire miniature low cost de la société Nuclic. Au début, les étudiants ils disent mais ça n'existe pas, Nuclic. Et alors, les centrales miniatures low cost, ça n'existera jamais. C'est pas possible. Et en fait, on leur donne cet APP au tout début du master où ils n'ont fait aucune formation et ils s'aperçoivent qu'au bout d'1 heure de recherche sur Internet, si, ça existe. Que les Russes ont déjà 2 projets, que les Américains ont 2 projets, que les Français, dont la DCNS, tout près de chez nous, a un projet de centrale sous-marine très petite, dont le premier test sera fait en 2017. Et là, ils se disent, finalement, mince, moi qui pensais avec mes préconceptions d'avant le nucléaire, que jamais on oserait faire ça, et bien en fait, non, je m'aperçois que c'est quand même compliqué. Donc là, on leur propose sans formation, on leur dit, vous êtes un jeune attaché du cabinet ministériel, les Russes proposent de développer un nouveau concept, ils vont le vendre pour des sites isolés, type en Antarctique, il faut faire un point pour le ministre des Affaires étrangères parce qu'il doit se déplacer à la conférence qui présente le produit. Donc vous faites un point, au début ils n'ont aucune formation, donc ils font ce point-là avec leur préconception, ce qu'ils trouvent sur Internet, ce qu'ils savent du nucléaire, et on leur fait un premier rendu. Généralement, il y a 2 choix. Soit c'est des écolos qui sont venus dans le nucléaire en disant « Oh là là, je viens pour voir ce que c'est, je suis pas content », donc ils prennent un éclairage assez drastique sur le mot low cost. Soit c'est des gens qui sont assez technologues et qui se disent « Oh non, finalement, quand même, on n'a pas le choix, et puis c'est vachement pratique de mettre un truc sur un bateau, ça peut alimenter une vie sous l'eau, etc. » Enfin, on peut imaginer une idée plus futuriste des choses. Et on arrive à quelque chose d'assez discriminé, sur lesquels ils vont pouvoir nous faire un rendu qui va leur sembler cohérent et pour lequel ils auront trouvé des arguments. Deuxièmement, quand on repart, on les laisse se former, on leur fait des cours en radioprotection, sûreté, technologie, etc. Et on refait le même APP 6 semaines plus tard. Donc, le premier, c'est
un faux livret. Deuxième, c'est un vrai livret. Et maintenant, on leur dit, voilà, vous nous faites la même présentation, mais vous intégrez les savoirs que vous avez vus dans les différentes sessions. Et là, on s'aperçoit rapidement que, ils se rendent compte que quand on va chercher des ressources, il faut avoir un regard critique sur ces ressources. Alors, je ne dis pas que quand on va voir un site écolo, ils sont totalement parti pris, ou quand on va voir le site du CEA, la même chose, mais du coup, il faut être capable d'analyser. Nous, ce qu'on leur demande dans ce master, c'est un master pro-nucléaire, c'est d'être capable de faire la part des choses, c'est-à-dire de dire, voilà, en SHS, je sais qu'il y a des risques, je sais en même temps qu'il y a des avantages économiques, et je sais que tout ça, c'est un arbitrage. D'accord ? Donc là, on leur demande de faire une présentation sur le même sujet, totalement mieux préparée avec les cours qu'ils ont eus, et totalement mieux intégrée. Et on leur demande, eux-mêmes, de faire le delta entre ce qu'ils ont produit post avec les cours qu'ils ont eus et pré-formation, pour essayer de comprendre un peu quel a été leur cheminement et les différents raisonnements suivant l'éclairage et le point de vue qu'on a. Alors après, là où on peut aussi améliorer le système, c'est qu'on peut faire en sorte que le rendu de ce genre d'APP soit fait avec des parties pris. C'est-à-dire qu'en tant que tuteur, on peut aussi jouer le jeu de se dire, il y a un groupe qui va prendre un éclairage plutôt comme ça, un groupe qui prendra un autre éclairage, et on va essayer de créer justement le débat. D'accord ? Voilà un petit exemple. Donc ici, c'est le module après dimensionnement des mécanismes, qui lui a été transformé en APP au sein du CMI de mécanique, donc le cursus Master Ingénierie. Donc c'est un module qui fait partie d'un M1, un module de dimensionnement qui représente 4 crédits. Donc c'est un module avancé en résistance des matériaux. Alors là c'est un constat, l'autre c'était une feuille blanche. Là c'est un constat, les étudiants sont désengagés, c'est un peu compliqué pour eux apparemment, les résultats sont faibles, et peut-être les étudiants ils ressentent aussi un problème d'alignement, et les enseignants aussi, entre l'objectif, le dispositif et l'évaluation. On ne sait pas trop, on est un peu dans le flou. Donc, oui, peut-être qu'on peut dire aussi, les étudiants qu'on croit avoir ne sont pas ce qu'on a. En fait, c'est un module qui vient en M1, donc à Bac plus 4, ils ont déjà eu un cours en M3. Donc nous, on se base là-dessus, sur ce cours qu'ils ont eu, mais plus ou moins, ces étudiants, on dirait qu'ils n'ont pas eu du tout le cours qu'on croit qu'ils ont. Voilà. D'où l'idée de la rémanence, qu'est-ce qu'ils ont gardé du cours de l'année dernière? D'où l'idée d'améliorer la coordination et aussi le nombre de savoirs qu'on laisse en présence, même s'ils sont un peu moins ambitieux. Donc un tuteur par groupe encadrant 3 quadrinums dans notre cas, 5 dispositifs APP et un projet intégrateur, donc un AP projet à la fin. Donc voilà, nous on a choisi une proposition de fonctionnement, donc le lundi ils font une séance allée d'1 heure, ils prennent connaissance de la situation problème, ils analysent, ils débattent entre eux, ils identifient leur objectif d'apprentissage, qu'est-ce que je dois apprendre pour répondre à la question, et ils valident un plan d'action. Bien sûr, nous on est là, on les aide, on les tutore pour qu'ils puissent, l'objectif c'est qu'ils partent avec la séance allée avec le bon plan d'action sur l'apprentissage. Donc ensuite on a une séance retour, où le but c'est la mise en commun de leur travail, rédaction commune d'une réponse, et 1 heure d'évaluation formative sur l'APP précédent. Donc on décale de 15 jours, ils font 15 jours un APP, et 15 jours d'après, à la séance retour de l'APP suivant, ils sont évalués sur l'APP d'avant. D'accord ? Entre les deux, on leur fournit un exercice d'auto-évaluation dans leur livret, qui leur permet de faire cet exercice dans les 15 jours qui leur restent pour réviser. Et le contrat est simple, on leur dit, si vous avez bien fait votre apprentissage, vous avez normalement un bon rendu à la séance retour, et si après vous faites l'auto-évaluation, si vous arrivez à faire cette évaluation, vous aurez la note maximale à la fin. La première fois, ils ne l'ont pas fait. On l'a posé en examen, ils l'ont fait la deuxième fois. Donc la séance intermédiaire, elle peut être nécessaire si on estime que pour faire cet objectif, répondre à cette problématique, on a besoin de 2 marches. C'est-à-dire qu'un premier apprentissage, on a une première réponse et après on a besoin de faire une deuxième marche. Donc là, ça c'est au concepteur d'imaginer la difficulté du problème et savoir si on a besoin ou pas de cette séance intermédiaire. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Donc le premier exemple de la situation problème, c'est dans notre M1 en mécanique, on a une association classique là, qui court à l'éco-marathon Shell. On conçoit une voiture solaire écolo, une espèce de city, non, comment on appelle ça, un concept car un peu comme la Zoé, si vous voulez.
totalement en composite, et donc qui est développé par les étudiants. Bon, on les aide, mais ça fait partie de leur formation. Donc là, le sujet qu'on leur propose, c'est de dire, voilà, le pilote, il a eu un accident, parce qu'on est allé à la course à l'éco-marathon Shell, il s'est cassé le bras, et l'assurance des parents du pilote se retourne contre l'association en disant que la voiture a été mal conçue. Et donc là, on leur demande de faire l'analyse de la biellette de direction, d'accord, une partie qui permet de guider la roue, et qui pendant le choc, cette biellette, elle a fléchi, donc elle a flambé, on dit en mécanique, donc elle s'est déformée de façon permanente. Et donc nous, on doit montrer par le calcul que la conception a été bien faite et que le choc, c'est pas le flambage de la biellette qui a provoqué l'accident, mais c'est bien une erreur du pilote. Donc là, l'avantage qu'on a sur ce sujet-là, c'est que c'est proche de leurs préoccupations, c'est quelque chose qui peut arriver, et en même temps, ça les oblige à mettre en œuvre des savoirs et des apprentissages qu'ils n'ont pas encore. Et donc, ça les oblige à aller voir leur poli, essayer d'être plus actifs dans la construction de ce qu'ils veulent faire. Deuxième exemple, c'est sur la thermoélasticité. Donc, on leur parle de la bouilloire, donc le BILAM. On leur dit que leur bouilloire tombe en panne, en fait, et qu'on la démonte. Donc, on peut leur en donner une, par exemple. Et on leur demande de comprendre comment marche le BILAM qui est ici, qui est en deux matériaux différents, qui thermiquement ne se déforment pas pareil. Et du coup, on va avoir la lame qui va se déformer. Donc, c'est de la thermoélasticité de base, mais c'est important dans la RDM, et ça leur permet, ici sur un exemple simple, de travailler sur un objet concret, qui leur plaît beaucoup. Donc, une petite analyse du dispositif qu'on a fait avec eux, pour le CMI. Donc, est-ce qu'ils sont satisfaits de la méthode pédagogique utilisée pour ce module? Alors, ils nous disent à 56% qu'ils sont assez satisfaits, à 25% très satisfaits. Ça, c'est la première année qu'on l'a fait, donc ils étaient contents, ils se sont dit ça change. Maintenant, on s'aperçoit que quand on est avec eux et qu'on les met en APP de façon répétée, on les oblige à travailler. Et ils ne sont pas contents. Donc, moi, j'ai fait un cours de matériaux en L3 où on fait de la cristallo, on est des chimistes de base. Et alors, ils ont beaucoup râlé, ils ont dit oh non, on est en APP, mais nous, on ne comprend pas ce qu'il faut faire, on voudrait un cours, parce que comme ça, on s'assoit dans l'amphi, et c'est comme au cinéma. On note pas, on est là, on regarde, et puis on sort, on dit oh là, je sais tout, quoi. J'ai tout appris. Et après, ils arrivent en TD, pareil, ils écrivent, et ils se disent oh là là, mais je suis venu en TD, j'ai écrit sur ma feuille, mais j'ai tout compris. Et quand ils arrivent à l'examen, ils ont 2. Et là, ils disent ah, je comprends pas, j'aurais dû réviser. Donc, pour éviter ça, là, on les met en situation d'APP, donc on leur avait fait très simplement, hein, c'est sur les X-Men, un sujet sur Wolverine. Il y a un adamantium, ça n'existe pas, machin. On veut essayer de trouver un matériau magnétique ou amagnétique qui va fonctionner. Donc on les met en situation et on leur donne que des rayons atomiques et des distances de configuration classique, stalographique, des paramètres de maille. Et on leur demande de retrouver des masses volumiques, etc. pour comparer des matériaux. Donc au début, ils râlent, ils ne sont pas contents. Donc le retour que nous on a en tant qu'enseignants, c'est oh là, oh non, mais votre truc c'est nul, ça ne nous sert à rien, nous on ne veut pas travailler. Sauf que comme ils sont obligés quand même, parce qu'ils savent qu'on est des enseignants, hein, donc ils sont quand même obligés de faire le travail, parce que sinon on n'est pas content à la fin. Et bien on s'est aperçu, en tout cas cette année, que quand on a fait la première évaluation de contrôle continu, le résultat il est vraiment meilleur par rapport à l'année d'avant où ils venaient en TD, parce qu'ils ont été obligés d'aller chercher les petits calculs qu'il faut faire pour trouver les réponses à la problématique qu'on leur a posée. On leur avait demandé un petit rendu post. Donc du coup, ils ne sont pas toujours satisfaits, mais ça a l'air quand même de fonctionner. Alors, est-ce qu'ils sont satisfaits par le travail en groupe? Alors là, ils nous ont dit à 80%, alors là, ils sont contents. Parce qu'en groupe, au début, ils se disent, ça c'est cool, parce que le groupe, d'habitude, il y en a 2 qui travaillent et 4 qui font rien, parce qu'ils sont 6. Donc ça, le groupe, c'est parfait, parce que moi, j'avais prévu de ne pas travailler cette matière. Donc ça... bon, après, ils s'aperçoivent vite que comme l'évaluation est individuelle, ce qui n'est pas le cas dans le projet, là, ça marche plus. Quoi. Parce que la première fois qu'il ne joue pas le jeu dans le groupe, et boum, à l'évaluation individuelle, il a proche de la note minimale, il se dit « Ah, peut-être que là, j'ai fait une petite œuvre. » Par contre, alors, après, on va demander « Les situations proposées ont-elles encouragé votre investissement dans votre travail personnel ?» Donc là, ils répondent presque à 87% oui ou partiellement. Donc ça, c'est unanime. Ils voient très bien l'intérêt d'avoir une situation ludique ou d'avoir une situation qui soit proche de leur métier, s'ils sont en M1, M2, ou proche de leurs préoccupations de tous les jours. Donc,
Alors, celui-là, c'était moins bien. C'était « Trouvez-vous votre résultat au module cohérent avec le niveau que vous estimiez avoir atteint ?» Donc là, à presque 87% aussi, ils répondent non. Donc eux, ils se pensaient beaucoup plus forts que ce qu'on les a, nous, évalués. Alors, je ne sais pas si c'est inquiétant ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on n'a pas réussi à leur rendre compte que nos exigences n'étaient pas les leurs. Et ça nous pose une question, parce que c'est pas facile à faire tant qu'on les a pas évalués. Donc ça, c'est une question ouverte pour nous, sur laquelle on n'a pas forcément de réponse, mais qui montre qu'ils sont optimistes. Alors, les pistes, mais c'est quelque chose de lourd à mettre en place, en fait, c'est d'arriver à un niveau de détail dans les objectifs d'évaluation formalisés avec des phrases, et vraiment tous les objectifs, avec les niveaux, les critères et les niveaux d'atteinte de ces objectifs, à nouveau formulés avec une phrase, de manière à ce que dans un monde idéal, l'étudiant pourrait lui-même dire « moi, sur cet objectif, je suis là ». Et sur celui-là, je suis là. Et que du coup, il puisse s'auto-évaluer en permanence par rapport à l'avancée du module. Mais ce travail qui consisterait à écrire ses objectifs et leur niveau d'atteinte, c'est quelque chose de... On a essayé de le faire sur un de nos APP. On était 3, il fallait qu'on se mette d'accord. Et c'est vraiment un gros travail. Donc on l'a pas encore fait complètement. Non, ça c'est vraiment difficile. Et d'ailleurs, avec Juliette, on était au Congrès français de mécanique, et on a vu quelqu'un qui a eu une idée qui n'est pas du tout les APP, mais qui est justement le passage de ceinture. Donc lui, il est dans un PD, un cours classique, et il propose aux étudiants de dire, ben voilà, moi je veux passer la ceinture verte, marron, noire, etc. Et il dit, c'est vous qui choisissez quand vous passez votre ceinture. Vous vous sentez prêt, vous dites, moi je veux passer la ceinture verte. Si vous êtes ambitieux, vous pouvez dire, je passe à noir tout de suite. Si vous l'avez, c'est bien. Et vous avez le droit que 2 fois de tenter une ceinture. Donc ça oblige vraiment les étudiants là à se positionner, eux, et à choisir. Alors il y a les étudiants qui sont plus ou moins frileux, qui vont commencer vert et qui vont monter tout doucement, etc. Et donc, bon, on voit qu'il peut y avoir plusieurs idées rigolotes qu'on peut trouver pour mettre ça. Du moment que ça marche, nous, on n'a pas de tabou. Alors ensuite, la question, avez-vous fourni plus de travail personnel que dans un format classique? Alors là, par contre, on est content parce que, pareil, à presque 87%, ils disent oui, on a quand même beaucoup plus travaillé. Alors ça leur fait pas forcément plaisir, parce que forcément ils optimisent, hein, c'est logique. Hein. Et, en tout cas, ils ont appris à faire comme ça, ils sont institutionnalisés, comme on peut dire, donc ils savent très bien comment réviser au dernier moment, comment trouver dans le TD la réponse qu'il faut pour répondre à la problématique. Donc là, comme on leur donne rien, pas de cours, il faut travailler. Donc, bon, eux, ça leur fait pas forcément plaisir, mais nous, on est contents parce qu'on a réussi à les faire travailler déjà plus que ce qu'ils travaillaient d'habitude. La deuxième question, c'est avez-vous l'impression, à l'issue de ces APP, avoir appris plus de choses que dans un format classique? Donc, on voit qu'il y en a un quart qui dit qu'ils ont appris la même chose, 33% qui ont dit qu'ils ont appris un peu plus, et 30% qui ont beaucoup plus appris. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même 63% qui me disent ah ouais, on a quand même beaucoup plus appris que d'habitude. Bon, alors après, on peut nuancer ces résultats en disant que la cohorte était petite, hein, et que c'était la première année qu'on le faisait, mais en tout cas, on a vu des meilleurs résultats sur la moyenne globale en gardant une évaluation qui était classique par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Il y en a quand même 10% qui disent qu'ils ont moins appris, mais là, comme on dit classiquement dans les APP, ce que nous ont dit les gens de Louvain, hein, c'est que généralement les gens qui sont bons, ils s'adaptent aux deux systèmes assez facilement parce qu'eux, ils veulent y arriver, ça les intéresse. Le but des APP, c'est de mobiliser ceux qu'on perd et qui sont dans le tiers inférieur. Après, ceux qui vraiment ne veulent pas travailler, là, on n'y arrivera vraiment pas. Donc, en conclusion, c'est pour dire qu'on peut monter des APP pluridisciplinaires, donc physique, mécanique, matériaux, SHS, sûreté. L'avantage de cette approche-là, c'est que maintenant, ça nous a fait réfléchir aussi sur, par exemple, quand on travaille en bureau d'études avec des étudiants, on essaye de mettre dans nos sujets des outils dont ils ont besoin dans le cours de matériaux, ou des outils qu'ils ont besoin dans le cours de RDM, pour leur montrer aussi qu'il y a un lien entre les différents éléments, et que tout ce qu'on leur apprend, c'est pour répondre à des problèmes. C'est pas pour apprendre, pour répondre à ma matière, moi qui me fait plaisir parce que je fais le cours de RDM et que j'ai envie qu'ils soient forts dans ma matière. Moi, je m'en fous qu'ils soient bons. Moi, je veux qu'ils apprennent quelque chose. S'ils n'ont rien appris, ça ne m'intéresse pas qu'ils aient une bonne note. Et donc là, on essaye en faisant cette construction en équipe pédagogique, de montrer finalement que ce qui est important, c'est
c'est de leur montrer que l'ensemble des connaissances qu'on leur donne, ça leur sert à résoudre les problèmes dont ils auront besoin demain. Alors, un gros gain qu'on a vu, en tout cas dans le module de RDM, c'est l'appropriation du contenu de la ressource polycopiée. D'accord ? Un polycopié, avant, ils ne le lisaient pas puisqu'ils allaient en cours, et qu'en cours, en écoutant, j'apprends. C'est ce qu'ils pensent. Malheureusement, non. Donc, ils ne le lisaient pas. Là, l'avantage, c'est que le polycopié, il arrive comme la seule bouée de sauvetage qui leur reste pour ne pas couler au fond de la mer. Donc, on leur donne le problème, on leur dit maintenant, vous avez 8 heures de travail individuel. Et là, ils se jettent sur leur poly. En 2 mois, ils essayent de le lire. Parce qu'ils se disent, là, je dois trouver quelque chose qui va m'aider à répondre à la semaine d'après. L'intérêt aussi, c'est ce qu'on disait, c'est le diagnostic constant de l'état d'apprentissage des étudiants, eux et nous. Donc, c'est-à-dire, quand on est en tutorat, ils ont un tableau, un paperboard, comme là, donc ils doivent réfléchir, ils mettent leurs idées, on voit tout de suite leurs erreurs. Des fois, c'est des très grosses erreurs. C'est par exemple des unités en pression qui n'ont rien à voir, des millimètres pour des trucs qu'il ne faut pas. Enfin, c'est horrible. Donc, mais c'est pas grave parce que là on leur dit mais pourquoi vous avez écrit ça, on leur pose des questions et petit à petit on comprend où est la préconception qui reste, qui fait que ça s'est jamais passé depuis 3 ans. Et là on se dit même si c'est un petit bout de quelque chose, bah déjà on leur enlève cette zone d'ombre et on va gagner un peu pour la suite. Donc la qualité du relationnel améliorée entre enseignants aussi, puisque à ce moment-là tout le monde se sent par exemple lié entre les masters, entre les modules des différentes années, d'accord, et aussi lié en sein d'un même APP sur la construction des objectifs. Donc il y a un problème d'écoute, un problème de construction qui peut être très long, parce que plus on est, moins on est d'accord, mais qui permet d'éclaircir pas mal de choses et aussi de rationaliser l'efficacité de la formation. Donc ça qui a été un gain important à l'université en tout cas. Donc ensuite, le relationnel apprenant-enseignant, apprenant-apprenant, bien sûr, parce que là, pour les étudiants qui comprennent ce qu'on essaye de faire, ils comprennent qu'on est là pour les tutorer à faire leur apprentissage, à acquérir des compétences, et que nous, on n'est pas là que pour la note sanction, même si on est obligé de la mettre, mais qu'on a un contrat avec eux. On leur donne des outils pour s'auto-évaluer, pour se justifier, pour voir où ils doivent fournir leur effort. En échange, eux, ils travaillent. Et nous, on leur garantit qu'à la fin, ils auront leur diplôme, puisque c'est quand même ça qui les intéresse à 100%. Mais on voit qu'on arrive mieux à être dans une relation vraiment de tutorat, donc de construction du savoir avec eux, et pas de on vous donne le savoir et on vous juge après. Bien sûr, il y a un processus d'itération qui est lancé, on essaye d'évaluer, on essaye de faire des bilans de nos dispositifs, et un peu d'agrandir aussi cet ensemble d'APP. Bien sûr, on se confronte au problème, maintenant que c'est la 2e année en L3, d'avoir ajouté plusieurs APP, et plusieurs APP comme on leur demande de travailler. Si on en met plusieurs dans un semestre, on leur demande de travailler de plus en plus. Donc, plus on rajoute, moins ils sont contents, mais plus ils travaillent. Donc, les perspectives, c'est ce que disait Juliette, le but c'est de réévaluer les objectifs d'apprentissage, donc ça ce serait l'idéal. Au moins nous, dans notre CMI, ce serait d'essayer de réécrire les objectifs d'apprentissage pour au moins 3 ou 4 années qui se suivent, pour arriver, en faisant sans créativité non limitée, vraiment, de créer des APP qui permettent de balayer un certain nombre d'outils et de savoir-faire dont ils vont avoir besoin, et qu'ils comprennent petit à petit que tous ces outils qu'on leur donne, ils ont besoin de les capitaliser pour passer d'une année à une autre, et éviter la perte drastique qui consiste des fois à faire le constat qu'en M2, ils ne savent rien. Et qui nous paraît en 6 mois un peu court pour leur apprendre quelque chose. Synchroniser et adapter les évaluations. Donc ça, on a du travail à faire parce que c'est pas facile de voir où c'est qu'on va positionner l'évaluation dans le dispositif qui est là. Donc pour le CMI, l'objectif c'est un module APP par semestre, donc ça c'est au niveau national. On a volonté d'intégrer de nouvelles personnes, donc on fait des petites formations au sein de Aix-Marseille Université, sensibilisation aux APP pour essayer de créer des groupes de travail un peu collectifs avec des collègues dans d'autres matières, etc. Pour faire un peu un retour d'expérience et puis que tout le monde essaye d'expérimenter des choses. On projette de développer un Fab Lab, donc un Fabrication Laboratory qui serait basé sur nos formations et qui permettrait, en plus de l'apprentissage par problème, créer un apprentissage par la créativité des projets que les étudiants pourraient développer eux-mêmes dans le temps libre qu'on leur donnerait. Et qui serait vraiment orienté projet pluridisciplinaire, c'est-à-dire en mixant les profils des étudiants qu'on a, qui soient, soit par exemple dans le cursus Master Ingénierie, il y a des gens d'électronique, automatique, génie élect, STAPS, chimie, etc. Donc on pourrait imaginer avoir des lieux et que les gens se réunissent autour de projets pour leur montrer que finalement l'ingénierie ou la formation c'est aussi ça.
Et aussi, il y a Juliette qui s'occupe de la coordination nationale des pédagogies APT au sein du réseau Figure pour le CMI, puisque le CMI, c'est vraiment un objectif pour eux de mettre un module au moins de pédagogie active, l'APP a priori pour l'instant, au sein de leur formation. Voilà. Donc, il reste un petit peu de temps pour des questions. J'espère qu'il y en aura beaucoup. Et puis, aussi pour l'atelier de tout à l'heure, parce que là, vous serez vraiment in vivo. Merci de nous avoir fait partager votre expérience, qui est très riche. J'ose pas penser au nombre d'heures que ça vous demande, qui doivent dépasser certainement le nombre d'heures requis. Oui. Ah, bon. Ça, je suis d'accord. C'est vrai que c'est un effort. Quand on a fait ces formations, on a perdu un certain nombre de personnes. Déjà, il y a des gens qui trouvent que de partir de la structure du professeur, c'est pas facile. Mais surtout, on a perdu des gens par rapport au temps qu'il faut y consacrer. Oui. Après, la question à se poser, c'est de savoir quel est le mal-être, si je puis dire. Je ne fais pas du tout de sentimentalisme, mais c'est-à-dire quand on est enseignant et qu'on se retrouve dans un amphi et qu'on fait un cours qui nous paraît vraiment intéressant et qu'on s'aperçoit qu'ils sont au cinéma, qu'ils ne prennent pas de notes ou que ça ne les intéresse pas, on se pose quand même la question de l'utilité. Donc, sans dire qu'on fait un service public, mais si on choisit enseignant, c'est aussi pour transmettre quelque chose. Et si on s'aperçoit que c'est un échec, je pense que c'est la première démotivation. Et les gens qui s'aperçoivent de cet échec, donc ça dépend du type d'étudiant. Il y a des gens qui peuvent dire, moi j'ai des étudiants très bons, à Polytechnique, ça se passe très bien, ils écoutent, ils comprennent tout, je m'éclate. Ok, mais nous on n'est pas dans ce cas-là. Donc on essaye de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des étudiants acteurs, avec nous de leur formation. Et puis c'est un investissement. Donc, et d'autre part, effectivement, c'est un temps énorme, mais qui est rentabilisable sur la durée. Donc il y a l'idée d'un travail sur le long terme. Sinon, effectivement, s'il faut refaire ce même travail tous les ans, c'est pas gérable. Mais c'est quand même quelque chose qu'on met en place et qu'on espère faire durer. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, ce qui m'a paru très, très intéressant dans ce que vous avez présenté, c'est le fait de favoriser le travail personnel des étudiants. Parce qu'à mon avis, là, il y a quand même un gros souci dans toutes les formations, enfin, en tout cas celle que je fais, c'est le manque de travail personnel. Et je voulais donner un exemple. Je rentre une année sabbatique aux États-Unis et dans l'université où j'étais, comment ça se passe? À chaque cours, le professeur distribue les transparents du cours d'après aux étudiants, qui sont censés, pendant une semaine, préparer ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont lu dans les transparents. Et le cours, ça se passe, le professeur vient et il répond aux questions des étudiants, exclusivement ça. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas de travail, le professeur dit ok les gars, on remet ça. Et mon collègue du MIT que j'ai invité à Marseille, il est venu cette année, et là il a fait le même principe, et il a été très surpris de constater que ben non, effectivement, la plupart du temps, les étudiants avaient attendu effectivement comment ça se passe. Le professeur, il va nous raconter ce qui se passe, et donc il a été très surpris de voir l'absence de travail personnel, et je pense qu'il y a un apprentissage, je pense que ça va dans le bon sens. Oui, c'est exactement ça, hein. Je suis tout à fait d'accord. Nous, on s'aperçoit que c'est un bras de fer avec l'étudiant. L'étudiant, il veut jouer le jeu de passer le moins de temps pour le maximum de gains. Donc c'est un bras de fer. Donc le but c'est pas de le piéger parce qu'il n'est pas dupe. Il sent bien quand on essaye on l'accule dans une impasse où il est obligé finalement de travailler. Et le but c'est ça, c'est de lui dire, nous le cours de restructuration dont on parle par exemple, on leur dit il n'y a pas de questions, on ne fait pas le cours. Donc comme quand même ils ont une angoisse existentielle qui consiste à dire je veux quand même réussir mon examen. Je rate un cours qu'on me propose, ça leur pose un peu problème. Donc là où on gagne un peu, c'est qu'on a toujours une tête de classe qui pose des questions, et sur ces questions-là, on fait le... Alors, j'ai une petite anecdote sur les matériaux, sur la cristallo, justement. Je leur avais demandé des questions, donc ils m'ont donné des questions. Quand j'ai commencé les APP, il y en a qui m'ont dit « Non, mais moi, monsieur, les APP, j'en ai marre. Faites chier les APP, là, il faut travailler, on n'a pas de cours, on n'a pas de TD, moi je peux pas, c'est pas possible. Moi je suis un étudiant, moi j'aimais ça, les cours à TD, je peux pas comprendre qu'on fasse ça, mais vraiment, mais vous êtes nuls comme prof. Mais vraiment, vous êtes nuls, vous servez à rien.
Bon, alors on se fâche un peu, on n'est pas content, on dit bon, il faut travailler. Et donc on arrive au cours de restructuration avec les questions, donc je prends les questions, etc. Je commence mon cours et cet étudiant, je le vois, alors il est dans l'amphi, au début il me regarde, alors je commence à répondre aux questions, ça dure 10 minutes, au bout de 10 minutes, il a les yeux qui tombent, c'est dur, oh là là. Et au bout de 15 minutes, il se met comme ça. Voilà. Alors là, j'attends, parce que je me régalais intérieurement. Donc j'attends, je le vois 10 minutes, les yeux fermés, comme ça, et à un moment, j'arrête le cours, je dis bon. Alors je dis déjà, combien il y en a qui prennent des notes? Alors il se réveille. Il se réveille un peu. Combien il y en a qui prennent des notes? Donc sur 70, hein, il y en a peut-être les 9 qui lèvent la main. Ok, donc je dis tous les autres, vous êtes des génies, vous écoutez, vous savez. Je dis bravo. Je dis franchement, je dis là, vous vous surestimez, c'est pas possible. Et après, je dis bon, bah alors maintenant, il y en a 3 qui dorment dans l'amphi. Donc lesquels? Alors, ils lèvent la main. Ils n'ont pas levé la main. Donc j'ai dit, toi tu dors, toi tu dors, toi tu dors. Et je lui ai dit, parce que je lui ai dit, voilà, vous m'avez dit, oui, moi les APP, j'en ai marre, moi je veux des cours. Je dis, vous venez en cours. C'est un cours avec des questions qui va durer même pas 3 quarts d'heure, et vous dormez déjà au bout de 10 minutes. Donc vous voyez bien que ce que vous dites, c'est par confort, c'est pas par choix. Par choix pour votre apprentissage. Et là, il y a la différence. Et c'est vraiment l'intérêt quand... Bon, le truc du MIT, je trouve ça génial, c'est-à-dire avoir des étudiants qui sont assez forts pour dire on vous donne un cours et vous venez et vous n'avez pas le choix, je trouve ça génial. Je pense que ce serait à tester. On devrait essayer ça. Bonjour, moi je voulais vous poser une question à la suite de ce que vous avez présenté, les emplois du temps du début, avec les grandes plages horaires vides. Est-ce qu'au début, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'ils travaillent dans ces plages horaires? Moi, j'imagine qu'ils ont vu ça au début comme du temps libre, quoi. Alors, au Master Énergie Nucléaire, ça a été difficile. On avait une petite cohorte des étudiants qui ne se connaissaient pas, qui venaient d'horizons différents. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a indiqué dans l'emploi du temps quand il fallait travailler. Après, comme on avait la séance aller, séance retour, à la séance retour, ils avaient souvent un rendu à faire, avec en plus les industriels du CEA, donc ça leur mettait un peu la pression. Donc, au premier rendu, ils n'avaient rien fait, quoi. Voilà. Donc là, on a fait du bashing, quoi. On leur a dit, bon, là, ça va pas du tout. Après, ils ont fait un autre truc, ça va pas du tout. Et au bout d'un moment, ils ont compris qu'il fallait travailler, quoi. Mais il est évident que dans la situation actuelle qui consiste à avoir des étudiants institutionnalisés, un temps libre veut dire récréation. On est d'accord. Donc, la difficulté, c'est de leur montrer que c'est à eux d'être... En fait, le contrat est là, c'est que on n'est pas, nous, responsables de leur apprentissage. Ce qui est l'inverse du système. Avant, moi, quand je faisais mon cours ou mon TD, je me sentais responsable de l'apprentissage. Je disais, oh là là, mais je suis un mauvais prof, ils n'écoutent pas en cours. Mais je suis vraiment un mauvais prof, mes TD, ils ne font pas mes TD en avance. Et en fait, c'est pas ça le truc. Le truc, c'est qu'il y a le bon prof et le bon étudiant, quoi. Et le bon étudiant, il doit se sentir responsable de son apprentissage. Et le jeu de l'APP, c'est ça, c'est le bras de fer qu'on essaye d'avoir avec eux, c'est de leur dire, nous, on vous donne des ressources, vous avez la séance aller, on est là. Vous avez la séance retour, on est aussi là pour vous tutorer, etc. Après, vous avez vos auto-évaluation. On est disponible 15 jours pour que vous veniez nous voir. Hein. On répond aux questions, etc. Vous venez nous voir, vous essayez de le faire. Vous venez avec un brouillon, vous venez avec rien, vous dites je veux la réponse, ça ne marche pas. Mais dans l'auto-évaluation, on leur donne des réponses, mais pas la démarche. Donc, ils peuvent s'auto-évaluer tout seuls s'ils trouvent le résultat. S'ils ne trouvent pas, on est disponible. Donc, si à l'évaluation d'après, ils arrivent et ils me disent « Ah monsieur, mais moi les temps libres, j'ai rien fait. Donc du coup, j'ai rien appris. » Ben, on leur dit « Oui, mais on t'a donné une auto-évaluation. Tu l'as faite? Non. On était disponible pendant 15 jours. T'as pris rendez-vous avec nous? Non. Donc, c'est ton problème, c'est plus le mien. C'est que toi, t'es pas acteur, t'as pas vraiment envie d'apprendre. Si tu veux apprendre, tu te responsabilises toi-même. Je dis pas que c'est immédiat, parce qu'on n'est pas aussi méchant. Parce que les étudiants, alors on va les accompagner, on leur propose au début, on leur explique comment pour bien fonctionner, etc. Ça prend du temps. Mais je pense que si on les habitue vite, et c'est ce qui se passe à Louvain. Hein. À Louvain, ils arrivent dès le L1, on les met dans le bain comme ça, et pendant 1 an, ils sont 6 mois dans un groupe de 6, et ils vivent que comme ça. Et bien petit à petit, ils s'institutionnalisent en APP, mais au moins ils travaillent. Je ne dis pas que le système APP, c'est le meilleur du monde. À 100%, c'est peut-être pas la bonne solution. Mais c'est une façon de les responsabiliser plus que le système actuel. Oui, si j'ai bien compris, donc vous êtes à la première cohorte. Donc, je me pose une question. Comme vous avez dit que les étudiants recherchaient le meilleur rapport entre le temps de travail et le résultat, comment vont-ils réagir lorsque vous allez leur soumettre à une seconde cohorte des situations de problème que les autres ont déjà traitées? Voilà.
Alors, c'est très simple en fait. C'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on fait la situation de problème, on ne juge pas le résultat. Et donc, on ne leur donne pas la réponse. En plus, il n'y a pas toujours qu'une réponse. Et il n'y a pas toujours qu'une réponse. C'est-à-dire qu'on fait des fois des problèmes un peu ouverts. Par exemple, sur Wolverine, là, il fallait trouver un matériau pour ses griffes, etc. Machin. Donc on peut trouver, le composite carbone, c'est bien, c'est très léger, c'est hyper rigide. On peut trouver d'autres matériaux, des alliages de titanium, enfin. On peut trouver des choses qui sont rigolotes. Et donc, on leur donne pas de correction. Donc ça embête beaucoup parce qu'ils nous disent, on fait la séance aller, la séance retour, mais vous ne corrigez pas le résultat. Mais on leur dit, c'est le jeu, on ne corrige pas le résultat. On corrigera l'auto-évaluation avec vous si vous voulez. Mais le résultat de l'APP, c'est pas important. Ce qu'on veut, c'est que vous fassiez votre apprentissage. Et là, on voit que le plus important de la méthode, c'est le tuteur. Parce que quand on fait le tutorat, il faut être sûr qu'à la séance aller, ils aient bien fait leur plan d'action d'apprentissage. Et à la séance retour, les questionner dans le groupe pour qu'un membre du groupe réponde entre eux et qu'ils essayent de mettre en place les notions dont ils avaient besoin. Donc même s'ils ont mis en place ces notions, il faut qu'ils aient fait le minimum. Même s'ils n'ont pas la même réponse que les autres ou la bonne réponse, ils sont allés voir, ils sont allés lire le poly, ils sont allés lire les équations qu'il fallait faire, les petites méthodes. Et après, on leur propose l'auto-évaluation. Mais comme on ne leur donne pas la réponse, ben finalement, ils n'ont pas de correction. Donc, ils ne peuvent pas la donner à l'année d'après aux autres. Ah, ils peuvent en parler avec eux, c'est sûr. Mais ça, parler, ça ne fait pas apprendre. Recopier, oui. Voilà. Nous avons le droit encore à une question. Alors très courte, oui, j'espère qu'on aura la chance de se revoir dans 3 ou 4 ans pour un bilan un peu plus approfondi, parce que là, on est dans un univers un peu idéal, dans la mesure où c'est une petite promotion, dans la mesure où c'est la première fois. Alors la question que je voulais poser sur les problèmes, il est, à mon avis, quasi certain que vous serez obligé de varier les sujets et donc de continuer à fournir un travail très important, à mon avis. La deuxième chose, vous avez dit que vous n'étiez pas responsable des apprentissages. C'est idéal, mais vous êtes responsable des résultats. Sinon, on ne fermera la formation si le taux de résultat n'est pas bon. Et en master, les étudiants commencent à le savoir. Et l'un des problèmes que l'on a, qu'est-ce qu'on fait quand l'ensemble d'une promotion ne veut plus travailler? C'est un petit peu une blague, mais pas tout à fait. Et ce que je crains le plus, si vous voulez, c'est la création d'archives, parce que ça fonctionne très bien entre étudiants de nos jours, avec les moyens électroniques. Voilà. Alors, vous savez qu'il y a des ateliers qui seront faits. Oui, je veux juste pour dire. Alors, à propos de notre expérience, donc là, dans les deux qui ont été développés, en fait, on vous a présenté les résultats de l'année dernière. On a déjà fait une boucle une fois. On n'a pas fait d'enquête comparative parce que cette année, on a commis des erreurs qui fait qu'on peut tout de suite dire qu'on a moins bien marché que l'année d'avant. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait de camembert et tout. On a continué avec les mêmes sujets. Ils se sont pas passés les infos d'une année sur l'autre. Donc, il y a eu... On a grossi la taille des groupes. Voilà, on a grossi la taille des groupes pour se retrouver avec une équipe un peu plus faible. Bref, nous-mêmes, on a un peu varié le dispositif, ce qui explique pourquoi aussi c'était un peu moins efficace que l'année dernière. Donc, je ne suis pas sûre qu'ils vont tous se passer les résultats d'une année sur l'autre. Bon. Après, sur la création d'archives, sur Louvain, par exemple, donc, on était nous-mêmes tuteurs de leurs élèves sur leur première semaine d'arrivée à leur école, l'école polytechnique de Louvain. Ils fonctionnent de toute façon en réseau. Les étudiants, pendant qu'on leur demandait des choses par groupe de 6, avaient constitué des espèces de réseaux sur, je ne sais pas quoi, Facebook ou quelque chose, pour travailler à une échelle de éventuellement 300 personnes, la taille de leur promo à eux. Donc ça, c'est incontournable, on ne pourra pas l'empêcher, ni nous, ni eux. Bon, il faut faire avec. Après, sur le fait qu'il faudra continuer à travailler longtemps, aussi fort que ce qu'on fait dès le début, je pense qu'il y a quand même des choses, d'après Louvain, qui ont 10 ans d'expérience. Enfin, même plus, quoi. Ils ont commencé en 2001. Si on arrive vraiment à des dispositifs très cadrés, bon, nous, on n'en est pas là, hein, mais eux, en tout cas, ils arrivent à se dégager du temps. Parce qu'ils ont une très grosse équipe pédagogique,
parce qu'ils ont des systèmes, voilà, ils ont 3 matières fondamentales, maths, physique, informatique, qui tournent comme ça, avec des trucs très structurés, des moniteurs qui viennent pour faire du tutorat. Bon, un truc énorme, quoi, très 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 organisé, et là, eux, ça leur dégage. Bon, donc c'est faisable. Enfin, en tout cas, eux, à Louvain, ils y sont arrivés. Après, il y avait juste la réponse sur la réussite. C'est-à-dire le fait de dire qu'on a un quota de réussite pour les étudiants. Bon, on va pas dire que c'est pas vrai, hein, ça existe. Mais ça, c'est par contre, c'est notre responsabilité de dire à quel niveau on accepte que les étudiants passent ou passent pas. Et est-ce que le remplissage de filière est une bonne raison, quoi. Parce que clairement, en APP, on va être très discriminant, très rapidement. Si on avait tout intégralement en APP, on perdrait rapidement les gens qui sont en moins, quoi. D'accord, et qui vraiment n'y arrivent pas, et qu'on repêche plus ou moins. D'accord. Mais je pense que la PIP est plutôt une façon de tirer vers le haut des gens qui ne seraient pas passés, plutôt que l'inverse. Voilà. Voilà. On va les applaudir. Merci beaucoup.